Bienvenue dans notre maison d'édition, l'IA. Découvrez gratuitement des livres audio en français. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne. L'Ordre du Monde par Henry Kissinger lu par Julia Maloney. Pour améliorer votre expérience de lecture, vous pouvez activer le sous-titrage et ajuster la vitesse de lecture. Relations internationales, fragilité et résilience. Les nouvelles frontières de la mondialisation. Le sous-titre indique une ambition qui dépasse le contenu de l'ouvrage, lequel porte en fait sur l'évolution de la réflexion concernant l'aide au développement. À l'origine, les limites de l'efficacité de cette aide ont suscité les travaux de think tanks anglo-saxons, dont les conclusions ne sont pas toujours partagées par les chercheurs et praticiens français. Les contributions à cet ouvrage dirigé par un haut fonctionnaire du Quai d'Orsay, connu pour ses travaux notamment sur les États fragiles, mêlent les regards d'auteurs du Nord et du Sud, afin d'éviter un point de vue ethnocentriste. Elles pressentent de longs développements sur la pertinence et les limites du concept de résilience, pour lequel, parmi les nombreuses définitions citées, on choisira celle de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, la capacité des individus, des communautés, des États et de leurs institutions à absorber les chocs et à s'en remettre, tout en adaptant et en transformant de façon positive leur structure et leurs moyens de subsistance face à des changements de long terme et à l'incertitude. Cette résilience s'analyse donc à plusieurs niveaux. Elle caractérise les ménages ou les individus qui parviennent à reconstituer leur capacité, au sens d'Amartya Sen, après un événement traumatique. Elle peut s'étudier pour des groupes sociaux, voir le chapitre sur les nomades pasteurs, ou des territoires. Un chapitre définit les conditions de la ville résiliente, qui serait alliée de saines politiques publiques sociales à un plan d'aménagement urbain et des pratiques de développement durable. Elle caractérise surtout les États. Si le nombre des guerres a diminué, la violence et les troubles sociaux demeurent importants. Pire, il semble que les accidents climatiques voient leur fréquence et leur intensité augmenter. Dès lors, il faut préparer ces entités à subir le choc et à rebondir par des politiques ex ante et ex post, qui dépassent la simple intervention d'urgence. C'est bien la conclusion principale qui se dégage des diverses contributions. Il faut mieux coordonner l'action de développement à long terme et l'aide humanitaire. Cette mise en cohérence doit se décliner selon les différents secteurs de l'action publique, et viser à maintenir les capacités des individus et des États. Les crises alimentaires ont mis en exergue les carences des États concernés, mais aussi des interventions humanitaires traditionnelles. Les chapitres portant sur le Sahel et la Corne de l'Afrique montrent ainsi que les nouveaux dispositifs découlant du Linking Relief, Reconstruction and Development, démarche adoptée par la Commission européenne, ou du redressement rapide, prôné par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, ont eu des effets positifs. L'Alliance globale pour l'initiative Résilience au Sahel, AGIR, l'initiative sur les moyens de subsistance pastoraux, ou encore le programme de filet de sécurité productif, Éthiopie, etc. Il demeure que le succès de ces programmes dépend des équilibres locaux. Le chapitre sur la Colombie rappelle que la sortie d'un conflit exige que soit traitée la question de l'injustice sociale. Plus généralement, l'exigence de résilience entraîne un impératif de bonne gouvernance effective, qui exige davantage que les simples apparences de démocratie mises en place dans certains États. Une problématique classique de l'aide au développement, en quelque sorte. Yannick Prost, Political Order and Political Decay, From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy, prophétisé en 1989 par Francis Fukuyama, la « fin de l'histoire » ne signifiait pas la fin des événements ou des conflits, mais la victoire idéologique de la démocratie de marché. 25 ans après la chute du mur, force est de reconnaître que l'on compte aujourd'hui plus de 120 États démocratiques contre une trentaine seulement au début des années 1970. Plus important, ni le capitalisme d'État chinois, ni l'autoritarisme poutinien, ni le djihadisme salafiste n'offrent une alternative crédible et séduisante. La fin de l'histoire ainsi définie. Comment l'atteindre ? Pour reprendre les termes de Fukuyama, comment devient-on danois ? Le Danemark étant, curieusement, posé en modèle d'harmonie entre les trois composantes d'un ordre politique stable, une bureaucratie efficace, le respect par tous de la règle de droit, une participation démocratique à la décision publique ? L'auteur a consacré pas moins de 2 impressionnants volumes à cette question. Le premier, publié en 2011, allait à la préhistoire à la Révolution française. Le second, paru en 2014, court sur plus de 600 pages et constitue un monument d'érudition et de didactisme.
La réponse la plus simple est celle que fournit la théorie de la modernisation selon le modèle suivi par la Grande-Bretagne depuis la révolution industrielle. La croissance économique provoque des évolutions sociales qui conduisent à des revendications politiques. Ce modèle est, hélas, trop simple. Samuel Huntington, qui fut le professeur de Fukuyama à l'université d'Harvard, en avait eu l'intuition dès 1968. Ce dernier approfondit la thèse défendue par son mentor dans Political Order in Changing Societies et montre que les voies du développement sont plus complexes. La croissance économique ne produit pas toujours la démocratie, comme le montrent Singapour ou la Chine. Inversement, la démocratie ne suffit pas à garantir le développement, ainsi qu'en attestent les trajectoires indiennes ou africaines. Si l'on isole l'ordre politique proprement dit et ses trois composantes, toutes les combinaisons sont possibles. La Prusse a créé une administration weberienne avant de devenir une authentique démocratie. La Grande-Bretagne a inventé l'habeas corpus avant de se doter d'une bureaucratie digne de ce nom. Les États-Unis ont au contraire développé une méfiance séculaire à l'égard du pouvoir exécutif, au nom de la liberté individuelle. Cette pluralité de trajectoires est un obstacle à la formulation de politiques prescriptives. Le nation building ne connaît ni one best way ni one size fits all. Ces trajectoires ont abouti à la constitution d'États démocratiques. Mais une même dénomination cache bien des disparités. Les démocraties illibérales sont plus souvent formelles que substantielles. La tenue régulière d'élections et l'existence de partis politiques ne suffisent pas à faire une démocratie. Nombre d'États démocratiques sont à la fois iniques et inefficients. Ces maux n'affectent pas seulement quelques pays en développement. Fukuyama fustige le déclin du modèle américain qui, à force de multiplier les contre-pouvoirs par peur d'une dérive autoritaire du maître de l'exécutif, s'est transformé en « vétocratie », incapable de réformes audacieuses. Pour autant, l'auteur de La fin de l'histoire ne va pas jusqu'à brûler ce qu'il a adoré. La démocratie de marché, en dépit de ses tares, reste l'horizon indépassable de notre temps. Yves Gounin. Cliquez sur I, en haut à droite de votre écran pour choisir le livre audio que vous aimeriez découvrir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un « j'aime » et la partager à vos amis. Par ailleurs, visitez notre bibliothèque sur audible.fr pour explorer notre vaste sélection de livres audio réalisés par IA.